avec nous, insoumis debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous. Rassemblons tous nos talents, ensemble nous pouvons tout changer. Semons les graines dès maintenant, récoltons la fraternité. Insoumis jusqu'au bout, insoumis Franchissez-le. C'est la chaîne. Libérez-vous prochaine. Il a dit Rousseau là-dessus. Cause dedans, je cause dedans, tout le monde m'entend. Et la suite. Entends bien. Attention qu'elle fait, elle s'envole pas. Et on a toujours du sale temps. Ils auraient pas pu se battre à une autre époque de l'année. J'aurais été pour. J'aurais été pour. Ici, on se prend le vent, la pluie. Voilà, par exemple. Chers amis, chers camarades, Wattignies est un très modeste village de l'Avesnois. Et comme vous avez pu le constater en venant jusqu'ici, il est à l'écart des grands axes routiers du secteur. Il a pourtant un titre qui sonne glorieusement. Wattignies, la victoire. Cette appellation coup de clairon ne lui donne cependant, et c'est très injuste, que fort parcimonieusement droit de citer dans nos manuels d'histoire. Et la plupart des gens ignorent totalement ce qui s'est déroulé ici. Et pour tout dire, depuis la célébration de son centenaire, qui a vu l'érection de ce monument commémoratif, la bataille de Wattignies des 15 et 16 octobre 1793 est tombée dans l'oubli de toute la nation. C'est pour réparer un peu cette injustice et remettre Wattignies dans la lumière que nous avons choisi, quand je dis nous, il s'agit du comité de l'ancien Avesnois du parti de gauche, en 2013, d'en faire un lieu privilégié d'un moment politique et convivial qui, depuis, accueille et réunit chaque automne tous ceux et celles qui ressentent à l'égard de ces victorieux soldats quelque chose qui ressemble, je crois, à de la reconnaissance et à un sentiment de fraternité. Ce choix est très simple à expliquer et tient en peu de mots. En ce lieu de bataille victorieuse de la révolution contre l'Europe du vieux monde, coalisée contre elle, se sont illustrés et résonnent, hauts et clairs, deux mots qui nous fédèrent tous. Ces deux mots, vous les connaissez bien, et c'est parce qu'ils vous font vibrer comme nous que vous êtes ici aujourd'hui. Ce sont les mots peuple et république. Ici, autour de Wattignies, la République, la première, la toute jeunette, celle qui entrait dans son an 2, a été très littéralement sauvée par des gens du peuple. Des gens, jeunes et vieux, patriotes anonymes de toute la France, qui, tout simplement, et sans en faire tout un plat, s'étaient enrôlés quand le tocsin avait sonné et que la Convention les avait appelés à se lever en masse, tout un peuple, de ces bons allants, comme les appellera Peggy, s'était mobilisé face à la menace, bien réelle, de voir Paris repris par les coalisés et les traîtres en exil, et de devoir renoncer
à ces beaux mots tout neufs qui claquaient sur les bannières et flamboyaient sur les frontons et dont il ne serait pas de sitôt blasé. Les mots liberté, égalité, fraternité. Cette armée qui se leva comme un seul homme n'était pas une belle armée. Oh, pas d'uniforme à brandebourg doré, pas toujours de souliers, un armement disparate, pas vraiment d'entraînement à la guerre, des généraux de moins de 30 ans, mais un cœur à l'ouvrage gros comme ça, et qui allait accomplir un miracle. Repousser et défaire les armées de métier de la coalition. Ces phalanges mercenaires dont parle le troisième couplet de notre Marseillaise. C'est pour saluer ce geste magnifique que nous sommes réunis. Et comme nul n'a rendu un plus bel hommage que Victor Hugo, laissons-lui la parole avec ses soldats de l'an 2, écrits en exil en 1853, loin d'une France qui lui manquait et dont il aima évoquer les belles grandes pages d'histoire, d'autant que son papa avait été général dans ses armées de 1793. Et mieux fustigé par contraste le régime abhorré de Napoléon III. Bon, messieurs, dames, ô soldats de l'Empire, ô guerre, épopée, contre les rois tirant ensemble leurs épées, Prussiens, Autrichiens, contre toutes les Tyres et toutes les Sodomes, contre le Tsar du Nord, contre ce chasseur d'hommes, suivi de tous ses chiens, contre toute l'Europe, avec ses capitaines, avec ses fantassins couvrant au loin les plaines, avec ses cavaliers, tout entière, debout, comme une hydre vivante. Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante, et les pieds sans souliers. Au levant, au couchant, partout, au sud, au pôle, avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule, passant torrents et monts, sans repos, sans sommeil, coudes percés, sans vivre, ils allaient, fiers, joyeux, et soufflant dans des cuivres ainsi que des démons. La liberté sublime emplissait leurs pensées, flotte prise d'assaut, frontières effacées, sous leurs pas souverains, ô France! Tous les jours c'était quelque prodige. Choc, rencontre, combat, et Joubert sur la Dige, et Marceau sur le Rhin. On battait l'avant-garde, on culbutait le centre, on allait dans la pluie et la neige et de l'eau jusqu'au ventre, on allait en avant. Et l'un offrait la paix, et l'autre ouvrait ses portes, et les trônes, roulant comme des feuilles mortes, se dispersaient au vent. Oh, que vous étiez grands au milieu des mêlées, soldats, l'œil plein d'éclairs, faces échevelées dans le noir tourbillon. Ils rayonnaient debout, ardents, pressant la tête. Et comme les lions inspirent la tempête en souffle l'aquilon, eux, dans l'emportement de leurs luttes épiques, ivres, ils savouraient tous les bruits héroïques. Le fer heurtant le fer, la Marseillaise ailée et volant dans les balles, les tambours, les obus, et les bombes, les cymbales, et ton rire au Kléber. La Révolution leur criait « Volontaires, mourrez pour délivrer tous les peuples vos frères !» Contents, ils disaient « Oui, allez mes vieux soldats, mes généraux imberbes !» Et l'on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes sur le monde ébloui. La tristesse et la peur leur étaient inconnues. Ils eussent sans nul doute escalader les nues, si ces audacieux, en retournant les yeux dans leur course olympique, avaient vu derrière eux la grande République montrant du doigt les cieux. Je vous propose, pendant que nous allons déposer notre hommage à ces soldats qui se sont battus pour nous, et à qui nous devons tant, je vous propose de chanter une Marseillaise douce, une Marseillaise sans grand conflit, une Marseillaise tranquille.
apaisé. D'accord? 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, d'arriver contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, musique et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, dansons à deux, abreuve nos sirop. Un peu de musique. Denis, on va faire voir ça. On va dans le sol, madame. Je crois qu'il va mettre une musique. Attends, appuie sur le bouton. Nous allons nous retrouver dans la salle, vous le savez, puisqu'un apéritif est prévu, suivi d'un banquet républicain. J'aurais dû le faire avant, mais mettons, c'est un peu l'émotion qui m'en a empêché. D'abord, vous excusez l'absence d'Aurélien Quatennens, notre député de la France Insoumise, qui est... Adrien est malade et il est désolé, il nous a fait envoyé plusieurs messages où il salue toute l'assistance et où il dit son regret de ne pas être là aujourd'hui, mais il est vraiment souffrant et il a dû annuler tous ses engagements de cette semaine. Nous lui souhaitons le plus rapide et complet rétablissement et nous comptons sur lui à de prochaines occasions car nous aurons, à mon avis, beaucoup d'occasions de nous retrouver tous. À bientôt. À bientôt. Et oui, nous aurons tout à l'heure, dans le début d'après-midi, nous aurons la visite d'un autre de nos députés de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, qui viendra, qui passera nous saluer. Secrétaire départemental du Parti gauche. En applaudissant. Bien, bonjour à tous, Jocelyne Dubois, secrétaire départementale du Parti de gauche. Tout d'abord, je vais vous présenter les excuses de George Kuzmanovic, qui était avec vous l'an dernier, et qui aujourd'hui malheureusement ne peut pas venir puisqu'il est à Madrid
il est bien sûr très impliqué dans ce qui se passe en Catalogne, ce qui explique son absence. Je voulais vous préciser que pour nous, ce jour est vraiment un moment important qui permet de donner à la mémoire sa véritable identité. Je suis ravie d'ailleurs d'apprendre que Julien va faire un petit rappel d'histoire, ça va conforter tout à fait ce que je vais dire. Nous nous souvenons que les vieux de l'époque n'ont pas accepté d'être remis en cause dans leur détermination à conserver leur République, durement acquise. Et ce souvenir doit nous aider à nous mutualiser, à nous rassembler et à soutenir tous les illettrés, les riens, les analphabètes, les fainéants, les cyniques, les fouteurs de bordel. Ça sera important pour nous mardi prochain. À la radio, j'entendais que le nombre de chômeurs va augmenter. Mais ce n'est pas un indice de la situation économique de notre pays, puisque ce nombre va augmenter du fait de l'abandon des emplois aidés. Ce qui signifie que dans la tête de notre président, quand il dit rien, c'est pas simplement un mot oublié par hasard, c'est une réalité dans son esprit. Les emplois aidés supprimés sont des riens. Mardi prochain, les salariés et les riens seront dans la rue. Public ou privé, sans emploi, peu importe, pour nous les insoumis, il est important que nous montrions notre détermination à les aider dans cette lutte. Nous nous devons de montrer notre attachement à la défense des libertés devant ces humiliations permanentes des plus atteints par le néolibéralisme qui se conduit en triomphateur suprême en ce moment. Les attaques sont multiples, tant par l'intermédiaire de la loi travail que par la nouvelle loi sécurité. Même l'ONU s'inquiète de ce que fait notre président. Amnesty International appelle à la vigilance de ce qui se passe dans notre pays. Nous entrons dans une période où l'unité dans la lutte sera la condition pour que nous soyons tous protégés des volontés de l'oligarchie de réduire le peuple à une masse obéissante pour permettre l'augmentation de ses profits. Je répète donc, unissons-nous et aidons nos camarades syndicalistes mardi prochain et plus si nécessaire. Merci. Bien, merci Denis, merci à tous de donner la parole. Alors, je ne vais pas faire un long topo parce que certains me connaissent et savent que je peux tenir longtemps, je peux meubler assez longtemps, on va dire, hein, pour animer les soirées, tout ça, ça peut être pratique si vous ne savez pas quoi faire, contacter. Bon. Déjà, merci. C'est vrai que c'est la 5e fois, la 5e initiative prise par les militants du sud du département. Et moi, j'étais là il y a 3-4 ans, je ne sais plus, et on était beaucoup moins nombreux, et là, ça fait plaisir, c'est que ça monte en qualité et en nombre aussi. C'est notre force qui se constitue progressivement, et on sent qu'elle est en train de s'ancrer dans le paysage. Alors, il y a le travail de nos députés, d'ailleurs, qui sont excusés, enfin, Adrien, mais Hugo va passer tout à l'heure pour venir intervenir aussi un petit peu. Mais je pense que là, on est en train de se fédérer, d'organiser une force qui, tout en son gardé, peut aussi faire écho à ce que nos prédécesseurs ont connu au tout premier temps de la République, justement. À un moment où cette République, elle était jeune, elle était fragile, et tout un peuple de volontaires, comme l'a dit tout à l'heure Daniel, s'est levé pour la défendre. Hein. Donc moi, c'est vrai que je suis aussi dans le civil, professeur d'histoire, donc cette manifestation, cette commémoration, elle est particulièrement importante aussi à mes yeux. 93, c'est un livre, hein, mais c'est pas qu'un livre, hein, c'est aussi une page de notre histoire qu'on oublie de plus en plus. Et là, on a tous une mission, nous, autour de la table ici, c'est de dire et de faire connaître cette année 93. J'en parle en connaissance de cause en tant que professeur d'histoire. Cette année, elle est de plus en plus effacée, édulcorée. Son héritage est un peu mis de côté. On la présente pourquoi l'année 93 dans les programmes d'histoire, notamment en 4e. La mort de Louis XVI, 21 janvier 93,
l'arrivée de Robespierre qui est chargé de tous les maux de la terre, alors qu'en fait Robespierre est une personne au sein du comité de salut public, c'est un collectif qui décide, il va devenir très vite le plus important des référents, mais c'est un collectif qui prend les décisions. Et donc on transforme vite dans les programmes d'histoire actuels 93 comme l'année d'un dictateur qui serait Robespierre. En fait, on sait tous ici, on sait tous que non, on n'a pas été comme cela, hein, on le constate. Par contre, il y a un combat culturel qu'il faut que nous arrivions à mener tous pour reconquérir cette révolution. On a une révolution à reconquérir, et ça, en tant qu'insoumis, en tant que militants, syndicaux, associatifs, on a le devoir d'être à la pointe de ce combat culturel, cette contre-attaque culturelle. Parce que sinon, voilà, ça a commencé, alors vous allez me dire, les batailles de la mémoire, ça a commencé aussi pour le bicentenaire de la Révolution en 1789, où là, s'est imposé une idée qu'il y avait une bonne révolution et une révolution mauvaise, où on mettait de côté, on mettait un voile pudique, et puis le sang, etc., et puis les combats, on les oubliait. Alors, sauf que sans ces combats, comme celui qui s'est déroulé ici en 93, la République n'aurait certainement pas survécu. Donc là, on a une mission, et là je pense que cette réunion aujourd'hui, c'est aussi un acte fort dans cette reconquête face à la bien-pensance actuelle qui veut que la bonne révolution, elle s'arrête en 92, et puis après vous avez la page sanglante, et puis en 94-95, quand Robespierre est éliminé, c'est le retour de la révolution tranquille, de la révolution bourgeoise. Bon. De toute façon, je pense qu'on pourrait partir dans un débat théorique, mais c'était Clémenceau justement qui disait que, je citais Clémenceau qui n'était pas toujours un homme de gauche forcément, certains s'appliquaient, mais qui disait qu'on ne devait pas faire de tri finalement entre la révolution. Voilà, c'était un bloc, que la révolution c'est un bloc, que ça n'est pas une bonne et une mauvaise révolution. Voilà, et je voulais aussi en parler parce que c'est important. Avec cette commémoration, on fait le lien avec un des combats fondateurs de notre mouvement, c'est la 6ème République. Alors on a parlé de la Première République là, mais nous battons pour une révolution citoyenne et pour la 6ème République qui redonne le peuple comme maître de son destin, au centre du système, et bien sûr avec tout ce qu'on avait évoqué pendant la campagne, la révocation citoyenne, etc. Ces choses que vous connaissez sans doute. Alors Georges, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il aurait pu nous parler aussi de notre vision de la défense nationale, notre vision, Hugo en parlera tout à l'heure, de la sécurité, de la tranquillité publique, de la sûreté nationale. 93, je terminerai là-dessus, c'est aussi l'armée du peuple qui s'est levée pour défendre le peuple. Enfin, c'est des conscrits. Pour la première fois, Daniel en a parlé, ce n'est plus une armée de régiments professionnels, d'officiers d'ancien régime, c'est l'armée du peuple qui s'est levée pour défendre le peuple. Et donc je pense que voilà, c'est important de leur rendre hommage aujourd'hui et de continuer à l'avenir à le faire. Merci. Imaginez que 93, après la levée en masse de février-mars, les gens qui sont à la direction de l'État, donc le comité de salut public, qui est renouvelé tous les mois par la Convention et dont les gens peuvent être radiés individuellement à tout moment, ont en même temps à gérer la sécurité sur les frontières, refont tout le système judiciaire et ont à gérer aussi l'insurrection de plus de 60 départements girondins. Et tout ça se fait sous contrôle. Quelqu'un comme Jourdan, le général d'ici, quelqu'un comme Carnot, le général d'ici, le représentant du peuple qui était avec Jourdan, ils sont obligés tous les deux d'envoyer 3 rapports écrits par jour. Un au ministre, Bouchot, un à la Convention, un au comité de salut public. Et tout ça, c'est archivé et ça sera publié plus tard. Mais on ne va pas faire de l'histoire seulement parce que ce qui est important, c'est pourquoi les gens se sont levés. Et le pourquoi les gens se sont levés, c'est bien évidemment le prix du pain, c'est bien évidemment la vie quotidienne.
La vie quotidienne dans la baignoire, vous le savez, parce que tous les ans, c'est une galère pour venir jusqu'à Wattignies-la-Victoire. Il n'y a quasiment pas de route qui y mène. Et comme les gens d'ici n'ont pas l'habitude de croiser, ils conduisent comme s'ils étaient tout seuls. Donc, on va parler, je vais laisser la parole quelques minutes, mais vous l'interrompez dès que vous avez faim. À Bruno qui va nous parler des problèmes de transport dans la baignoire. Bruno, on va faire un peu d'actualité et un peu de lutte sociale concrète. On va quitter les livres d'histoire. Alors Denis, je fais sous le contrôle de Philippe Caron, qui est un insoumis. Alors je ne suis pas membre des insoumis, mais on m'a planté dans la catégorie des insoumis depuis longtemps, parce que au syndicat CGT Stibus, nous ne rentrons pas dans le rang avec le plan de restructuration qui nous est donné. Donc nous sommes de la CGT Espeltisa Stibus. Réseau qui a été créé en 1979. Aujourd'hui, on est confronté à un plan de restructuration sans précédent. Nous sommes dans le top 5 des réseaux de transport urbain en France qui subissons un plan de sauvegarde, un plan criminel d'assassinat programmé du transport urbain de Maubeuge. Il faut savoir que le 5, il y a eu un comité syndical de transport urbain où siègent tous les élus et ils ont voté tous à l'unanimité, tous, je dis bien tous, tous bords politiques confondus, pour supprimer à l'aube de 2020 20 emplois. C'est-à-dire que les 20 emplois, c'est 20 départs en retraite qui ne seront pas remplacés. Sur un an de temps, parce que Philippe me faisait remarquer tout à l'heure et c'est juste, l'année dernière, au 1er janvier, pas l'année dernière, cette année, au 1er janvier 2017, moins 117 000 km pour les usagers. Là, au 1er janvier 2018, ça va être moins 330 000. Donc, vous comptez, ça fait en gros 440 000, 450 000 km. Derrière, l'hypocrisie politique, c'est parce que syndicalement, à la CGT, on a une analyse politique des choses. Il y a une hypocrisie politique où il se cache, par exemple, derrière la réforme gouvernementale de Sarkozy, de la réforme de la taxe professionnelle, qui certes est en train de faire crever les collectivités territoriales, qui est en train de faire crever les communautés urbaines, les syndicats mixtes. Et puis il y a aussi la réforme du bandit, le pacte de voyous, le pacte d'agression de Soulante, qui est 10 milliards dans les collectivités territoriales. On est en train d'égorger la fonction publique territoriale, mais on est en train d'égorger aussi tout ce qui est mission de service public. Donc derrière, il se cache derrière ça. Mais en plus, certes, il y a eu des licenciements dans le bassin de la Sambre l'année dernière. Ça fait à peu près... donc on a un impôt qui fait vivre le transport, qui s'appelle le versement transport, que les entreprises privées paient selon le nombre de salariés qu'ils sont. Donc, en gros, ce taux de versement transport rapporte au syndicat mixte 13 millions d'euros. 13,5 millions d'euros. Et derrière, il y a eu certes des licenciements l'année dernière dans le bassin de la Sambre, il y a eu Areva, Sambre-et-Meuse qui pèse, il y a eu Vallourec, il y a eu Sérine Marpan et il y a eu Guéjardin. Et à Gers. Alors, ce taux de versement transport est prélevé à partir du moment, le seuil de prélèvement, c'est à partir de 9 salariés. Aujourd'hui, avec la loi Macron, la loi NOTRe, il est prélevé à partir de 11 salariés. Donc certes, il y a une perte pour les réseaux de transport urbain comme le nôtre, mais ce n'est pas une perte catastrophique, parce qu'on va dans les mois qui viennent, les gens du bassin de la Sambre ou de Vincennes, on va vous manipuler sur la catastrophe du versement de transport, les usines ferment, donc le financement du transport est mort. Mais en plus, dans le bassin de la Sambre, ils ont fait des mauvais choix volontaires, de lobbying, de clochers. Vous avez certainement vu des parkings en silo flambés en loi, Maubeuge. Et en plus, il y a aussi un transfert de dépôt, on a déménagé. On est à côté de chez Myriad, l'ancienne fabrique de fer de Maubeuge, chez Myriad, et on a un surcoût économique et social. Et en plus, ça a coûté à peu près 3-4 millions. Donc, et derrière, forcément, comme ils ont fait des mauvais choix, et là derrière dans le mois,
je tiens à le dire, parce que là-dessus on est très clair, qui coûte 670 000 euros. Dans le contexte actuel, on n'était pas forcément contre, sauf que dans le contexte actuel, il aurait peut-être fallu développer un peu plus de kilomètres pour la réponse aux besoins des usagers, peut-être embaucher un conducteur ou deux, pour vous donner un exemple de terrain, et répondre aux besoins des citoyens du bassin d'Assemble. Maintenant, ils ont fait le contraire. Ils ont fait parking en silo, deux parkings en silo qui nous coûtent la peau des fesses aujourd'hui. La verrière, merci Denis de me gratter dans le dos. Et derrière, ils ont réduit les kilomètres. Plus le ils ont éclaté les services. Il faut savoir aujourd'hui que le siège du syndicat mixte des transports urbains Sambre-et-Loire est à la gare de Maubeuge. Et comme on a déménagé, on a éclaté tous les services. Le siège, il est au rue de la gare et il nous coûte 100 000 euros de VT par an. En plus, il y a eu des études de fait, études d'amplitude, pour le 1er janvier 2018, qui coûtent très cher et qui va jusqu'à dire il faut dénoncer les conquêtes sociales. Les salariés du bassin d'Assemble, c'est écrit comme ça, gagnent trop. Les salariés du transport gagnent trop. Il faut revenir sur les conquêtes sociales. Donc ça nous inquiète parce que c'est fait par une majorité qu'on pourrait appeler dite de progrès, et que nous là-dessus, il n'y a pas photo. La CGT, c'est clair. À partir qu'on nous remet tout ça en cause, on leur rentre dedans. C'est ce qui s'est passé hier. C'est que le financement du transport est en jeu. Donc il y a la réforme gouvernementale, pour faire vite, et derrière, il y a leur mauvais choix de lobbying et de clocher pour leur petite féodalité, leur petit territoire de Hobro, leur petit territoire de seigneur. Et c'est ça qu'on n'encaisse plus derrière. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Estivus a été créé grâce à la CGT quand même. Et à l'époque, on avait des vrais élus du peuple. Il y a eu une vraie bagarre. Et aujourd'hui, on est en train d'exterminer la CGT. On est en train d'exterminer la CGT, c'est vrai, on est en train d'exterminer le transport. Donc je voulais faire court, c'est rapide, c'est peut-être un peu confus, mais derrière, on est dans les 10 réseaux du top 50, c'est du jamais vu en France, sur la suppression de kilomètres, la suppression de conducteurs, et la suppression surtout d'une entreprise qui fut citoyenne de la République, parce que à une époque, on le disait à la CGT comme ça, une époque pour les salariés, une époque où on avait un transport public pour les citoyens, et on est en train vraiment de la tuer. Tout ça au nom des gens de progrès qui siègent actuellement. Merci. Merci Bruno. C'est bien, chacun chez soi devant la télé, et on est sûr que rien ne bouge. On va, j'espère le retour d'Aurélien tout à l'heure. On va commencer le service. J'ai vu qu'il y a un marche, ça fait un marche. Mehdi, Julien, Denis, ça y est, la jambe a été déposée ce matin. On y va. Allez, Julien. Mehdi, donne le thème. Non. Vous savez, je chantais devant 130 000 personnes à Paris le 18 mars, mais aujourd'hui, je ne chante pas. Une chanson. Vous voulez une chanson, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Une chanson. Le chiffon rouge. Alors, une chanson donc à l'unanimité, à la demande générale, à l'acclamation du peuple. Nous avons chanté une chanson, donc merci de me filmer, c'est toujours intéressant. Le chiffon rouge alors. On est pas prêt. Si on chante, c'est tout. Pour chanter, je suis pas le seul. 3, 4.
ça a été à peu près. Maintenant, on va le faire en price. Donc, on recommence. Bon, entre-temps, on va faire le choix des partisans pour voir si vous n'allez pas oublier les paroles entre deux. Pour montrer un peu s'ils avaient été élus par rapport à ce que nos jeunes élus font aujourd'hui, Hugo et Adrien, s'ils avaient tous été élus, croyez-moi qu'à l'Assemblée nationale, ça aurait fait le bordel. Allez, monsieur le candidat.
Voilà, ils sont pas tous jeunes. Hein. Ça c'est pour David, ça. Ça c'est pour David. On a mis le vieux suppléant. Hein. Ah, ils vont se présenter et puis. Pardon. Priorité aux jeunes. Je suis Ophélie Tricot, j'ai 21 ans et je suis chef de chantier. François Dupont, je dis pas mon âge, retraité. Julien Poix, je suis professeur, mais bon, j'étais candidat en 19e, maintenant voilà, je passe la parole on continue quand même tous de moi, parce qu'on a été candidat à un moment donné, mais on n'est pas forcément non plus. Il y en a d'autres qui vont nous suivre. Hein, on est entré dans la carrière quand nos aînés n'y étaient plus, comme disait la Marseillaise, mais en fait voilà, il y a d'autres qui n'étaient pas forcément non plus, nous, les seuls à pouvoir être légitimes à être candidats aussi. Donc là, j'espère que dans la salle, il y aura des vocations, et que pour les prochaines échéances, on va avoir plein d'insoumis qui vont se sentir prêts à partir au combat. Voilà. Laurent Comtois, j'ai été candidat dans la 12e du Nord, donc celle qui est limitrophe de celle-ci, plus en Sambre-Avesnois également, et dans le Cambrésis et dans le Saône-et-Loire, que je voudrais qu'on n'oublie pas, parce que souvent ils se sentent un peu oubliés ou délaissés, à juste titre. Donc j'ai renoué le contact avec tous les gens qui avaient milité pendant la campagne avec nous là-bas. Ils viennent de créer un nouveau groupe d'appui. Et il assurance en créer un ou deux plus importants sur Sorel. Ils commencent à accueillir pas mal de jeunes et je pense qu'il faudra un moment qu'on aille aussi leur filer la pousse pour qu'ils commencent à décoller. Mais ma suppléante Marine a actuellement des problèmes de santé, mais elle a une petite équipe autour d'elle qui travaille bien et ça commence à prendre forme. Quoi. Et on est bien aidé aussi, il faut le dire, par Bruno Leclerc, qui est le maire de Briast, et qui nous met à disposition des locaux quand on en a besoin, et qui passe le message partout où il va, et croyez-moi, il connaît du monde. Donc voilà. Et puis, comme disait Julien, n'hésitez pas, lancez-vous, parce que les échéances, il va y en avoir, et il faudra aussi qu'on pense toujours à se renouveler, et puis à préparer l'avenir. Même si beaucoup de jeunes sont chez nous, il faut toujours penser à préparer l'avenir pour justement éviter de tomber dans les travers des autres. Voilà. Le meilleur pour la fin. David Richer, moi j'étais sur la 20e circonscription. Petit patron, donc c'est pour ça qu'ils me disent En Marche en fait. Je suis un indépendant. Et donc ils me disent que je suis En Marche. Ils me disent merci patron, j'en fais plein d'action tous les jours. 20e circonscription très compliquée. Circonscription tenue par Alain Bocquet depuis des années. Il a passé le flambeau à Fabien Roussel. Et je crois que doit être le seul qui a soutenu le candidat communiste au deuxième tour. Comme c'était un communiste, je l'ai soutenu. Voilà. Ouais, ça a été. Il m'a invité d'ailleurs à cette pause, etc. Bonjour, Aurélien, candidat sur la 3e circonscription. Je travaille dans le commerce maintenant, nouveau recyclage pour moi. Par contre, un petit mot. Quand j'entends, ouais, on a été déçus de ne pas être élus, mais pour moi, il y a une grande victoire qui s'est jouée avec les candidats qui sont là. Que ce soit des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des moins vieux, comme je dis tout le temps. Il faut remonter loin en arrière sur, je prends Maubeuge, parce que c'est la 3e circonscription, où un candidat ouvrier fait 11%, ou dans les cantons, dans les communes qui se sont présentées sur le Valenciennois, un ouvrier qui a fait 11%, ça n'a pas existé. Alors on dit vous avez perdu, non, on a tout gagné. Moi la preuve, le député sortant il est au Pôle emploi, donc moi j'ai gagné, c'est ce que je voulais. Moi les copains ils se sont battus, on a fait une campagne, on n'a pas démérité, donc voilà. Face à
comme nous, Macron, il a eu senti le vent venir, je pense, avec la France Insoumise, il a créé En Marche, maintenant il a montré son vrai visage. Quand on parle d'échéance, je pense que les échéances, ils arrivent à grands pas. Donc les députés, ils vont craquer d'ici peu de temps, on commence à le sentir. Moi, j'ai qu'un regret, c'est que la révolution, elle couve. Quand je dis qu'il y a une révolution qui couve, elle couve. Maintenant, je vais le dire devant tout le monde, parce qu'il y a une vidéo qui a tourné sur YouTube et une vidéo de moi sur Facebook, et je l'assume complètement, et je vais en faire une deuxième. Oui, j'ai arraché ma carte de la CGT, je le dis à tout le monde, haut et fort. J'ai pas peur de le dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un ressenti. Non, j'ai un mal-être, je te le dis, tu Fabrice, c'est ta même mal-être que moi. C'est qu'aujourd'hui, il y a une révolution qui coule, et que le problème, c'est qu'on divise les gens pour justement pas monter au créneau. On en a discuté un peu avec Laurent aussi, parce que Laurent, c'est un syndicaliste. Et voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai un nouveau syndicat. C'est les Forces Françaises Insoumises. Et ouais, j'ai recréé un syndicat résistant. C'est le mien, ça commence voilà, avec des copains. On l'avait créé à la fac, il y avait les FFI, bah maintenant ils sont renés, on est là. Donc moi je veux continuer le combat et j'invite tous les jeunes et je serai prête aux prochaines élections à épauler un jeune et voilà, le lancer parce que ça va arriver très vite, il faut pas se leurrer, on le sait tous, tu le sais aussi Julien, parce que dans les conditions où on est là à l'heure actuelle, ils seront obligés un jour ou l'autre de lâcher leur place. Parce qu'on a beau être des feignants, on a beau foutre le bordel, ça va quand même lui coûter sa place. Julien, il est où Hugo? Incessamment sous peu, d'ici. Tu vas reprendre la parole, tu dois meubler, donc tiens. Alors Julien, tiens, vas-y. Bon, ça y est. Bon, les candidats législatifs vont parler, c'est tout. Donc, ici, on a la chance d'avoir un conseiller municipal insoumis. Donc, tout le monde connaît la ville d'Aumont, Joël Villemotte. Donc, on a un conseiller municipal, dans l'opposition évidemment, insoumis, qui est Anthony, qui est insoumis maintenant. On va lui passer un peu la parole pour lui expliquer comment il vit son opposition au Mont, avec un maire pas facho, mais continuellement fâché. Donc il va nous expliquer comment il vit sa vie politique au Mont. Merci Didier. Donc moi je suis conseiller municipal d'opposition à Aumont depuis octobre 2016, donc ça fait 1 an. Je regrette que Théo ne soit pas là. Théo qui est insoumis aussi et qui m'a un peu lancé dans le mouvement, qui m'a fait connaître des gens. Faut avouer qu'à Aumont on n'a pas eu une campagne municipale facile, ça a été des élections partielles. Donc, suite à la démission du maire et toutes les péripéties que ça a pu engendrer. À la base, avec la campagne difficile qu'on a pu avoir au municipal. Je te redonnerai la parole après. On peut applaudir Hugo, le député de la France Insoumise. Qui est venu de Lille pour notre banquet. On donnera la parole après à Anthony parce que c'est, je pense, Anthony c'est un des premiers conseillers municipaux France Insoumise et ils sont devenus conseillers municipaux France Insoumise suite à une réunion qu'on avait eue à Douzy où ils étaient venus, on les connaissait pas et le lendemain eh ben, on a vu un article dans la Voix du Nord et dans l'Observateur. Voilà. Merci Anthony, on vous redonnera la parole après. On accueille nos amis. Je ne sais pas s'il y a Laurent Majesco qui est là aussi, qui était tête de liste aux dernières élections régionales avec Sandrine Rousseau qui a été maltraitée il n'y a pas longtemps sur Antenne 2 par une soi-disant journaliste. Donc voilà, donc Laurent était tête de liste au régional. Power. Comment tu fais pas la visite? C'est pas la marque. Power.
Insoumis du Nord qui peuvent nous représenter à l'Assemblée. Je suis fier d'être représenté à l'Assemblée par des gens comme nous. Alors, il va se demander, parce qu'on sait qu'on ne se connaît pas personnellement, malheureusement, la seule image du Hugo ou d'Adrien qu'on a pu avoir, c'est dans les médias ou dans les commissions, les vidéos qui peuvent tourner sur Internet. Et moi, je le redis, je suis très fier de pouvoir avoir des députés, des jeunes députés insoumis comme Hugo et comme Adrien. Alors, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Donc, je reprends en fait ce que j'étais en train de dire. Donc moi je suis conseiller municipal d'opposition à Aumont, petite ville à côté de Maubeuge. Conseiller aussi forcément communautaire à l'agglomération de Centre. C'est pas leur priorité, mais bon, la personne qui a écrit connaître le plus la France Insoumise, c'est Théo. Théo qui est coordinateur du groupe et responsable du groupe d'appui. D'un groupe d'appui sur Aumont, parce qu'il y a 2 groupes d'appui, il faut savoir. Et donc, pour la petite histoire, Aumont c'est un contexte très particulier. C'est un maire qui est élu depuis 89, qui était apparenté au Parti Socialiste à l'époque, qui a fait un référendum sur l'interdiction des rassemblements pour viser certains types de populations, si je puis dire. Il a été condamné pour discrimination raciale, il faut le savoir, parce qu'il n'a pas voulu célébrer certains types de mariages sur Aumont. Il a été condamné pour ça, il a eu du sursis, il a eu des peines de prison. Donc je reviens, donc Théo me dit en 2016 il faut qu'on fasse la campagne sur Aumont pour la France Insoumise. Moi avec les péripéties que j'avais pu connaître, parce qu'il faut quand même savoir qu'après la démission du maire, on a eu 3 semaines pour faire campagne, donc pour réunir une liste de 33 personnes et pour établir les listes, réunir les gens et faire la campagne. Alors, à partir de ce moment-là, vu les péripéties qu'on a pu connaître sur Aumont, je vous avouerai que j'avais pas très envie de m'investir encore une nouvelle fois dans 2 campagnes donc, présidentielles législatives, il faut savoir. Et de là, Théo m'a dit, écoute, on est élu, et notre rôle, c'est quand même d'aller discuter avec les gens des problèmes qu'il peut y avoir ici. Et de faire prendre conscience aux gens des problèmes qu'il peut y avoir localement. Et je lui dis, effectivement, tu as raison. On est élu et on a un devoir. On a un devoir d'aller discuter avec les gens et de, même pas forcément les convaincre d'aller voter pour la France Insoumise, mais au moins leur dire, allez voter, c'est important. Donc de là, on a une ville où il y a eu 70% d'abstention. Je répète, 70% d'abstention sur la commune. Donc c'est très compliqué. On a fait 20% des voix. Donc à savoir que sur 10 000 inscrits, il y a 3 000 personnes qui ont voté. Donc on a représenté à peu près 640 voix. Effectivement, c'est pas grand-chose. Mais pour une première, on a su faire une liste d'union. Parce que avant que moi, je n'étais pas censé me présenter à la base, il y a eu des bisbilles entre malheureusement les communistes et les socialistes qui ont fait qu'au final, devant le maire sortant, démissionnaire, il n'y avait personne en face de lui. Il était tout seul à se présenter. Et nous, on s'est dit, c'est pas normal. C'est pas normal que ce mec-là, qui est là depuis 27 ans, peut se présenter seul et qu'il n'y ait pas une seule opposition en face de lui. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis allé avec mon bâton, j'ai prêché, après les bisbilles qu'il y avait pu avoir entre les différentes formations politiques. Et de là, on s'est dit, on va essayer de réunir le maximum de personnes. Donc, au final, on a fait un score de 20%. Pour une première, je pense que c'était quand même bien. À savoir qu'il n'y avait personne en face de lui. En 3 semaines de campagne. Et on a eu donc 3 élus au conseil municipal et moi qui suis aussi au conseil communautaire. Voilà. Donc, je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. C'est une nouvelle. Donc je ne vais pas m'éterniser. Il y a tellement de choses à raconter sur Aumont qu'il y a un contexte très très particulier. On sera là pour les prochaines municipales en 2020. On est déjà en train de préparer le terrain. Parce que préparer les municipales, c'est pas arriver 15 jours avant en disant c'est nous les plus beaux, c'est nous les meilleurs. Il faut qu'on soit considéré de la population, il y a un vrai travail à faire, pardon. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser. Merci pour votre attention et je laisse le micro fièrement à Hugo.
Merci. Merci pour votre accueil. C'est toujours agréable de sentir cette chaleur humaine et ce soutien. On en a besoin, nous aussi. Autant, je sais qu'on vous encourage et on vous aide à lutter, mais c'est réciproque. Parce que des fois, dans l'hémicycle, on se sent un peu seul quand même, face aux 300, je ne sais plus combien, marcheurs qui votent comme un seul homme ou une seule femme, en cadence, et avec des arguments aussi fallacieux les uns que les autres qui tombent encore inlassablement. On a l'impression d'être dans une autre réalité. Et ça fait du bien de venir dans le monde réel, comme aujourd'hui, pour se rappeler que nos combats sont légitimes et qu'il faut les poursuivre. Alors, j'avais pas prévu de prendre la parole. Normalement, c'était Adrien qui devait s'y coller, mais il a trop parlé ces derniers temps. Il a plus de voix. Oui, mais lui, il va retrouver la sienne rapidement. Non, j'étais venu l'année dernière. Les années précédentes, j'avais pas pu venir, mais l'année dernière, j'avais pu venir. On avait fait d'ailleurs une belle conférence avec Georges Kuzmanovic, qui était venu intervenir sur les questions de défense, par ailleurs. Donc, pour rappel de cette bataille de Wattignies à Victoire. Et puis, il y a eu un excellent débat aussi avec les copains du mouvement de gauche et de Vega. Et donc voilà, c'est avec plaisir que je reviens cette année. Pour vous dire un peu quelques mots, parler tout à l'heure on voit beaucoup à la télé, vous me reverrez encore à la télé demain matin à 11h30 sur France 3. Voilà, le message est passé, c'était enregistré ce matin face à la députée d'En Marche, Anne-Laure Capello. Bon, vous verrez, c'est pas du tout le même style. C'est bon. Je vous dis rien, vous découvrirez ça demain, mais c'était pas mal. C'était pas mal. 11h30. C'est dimanche en politique sur France 3. Je préfère le direct. Non, pour vous dire quelques mots, parce que on est dans une période de lutte, on est dans une période de combat. Face aux ordonnances Macron, qui cassent le code du travail, vous avez suivi toutes ces histoires, et il y a notamment une prochaine journée de mobilisation mardi, à l'appel initialement de la fonction publique et des syndicats de la fonction publique. C'est cette première date qui fait l'unité syndicale la plus large. C'est important de le remarquer. On a la CFE-CGC qui est dans la bataille, la CFDT qui dit participer à la prochaine réunion intersyndicale pour la lutte. On sait qu'il y a certains corps, certains métiers de la CFDT qui se mettent en grève. Force ouvrière, solidaires qui sont toujours de la partie, FSU, CGT, la CFTC qui se met aussi en mouvement. Bon, c'est vraiment bon signe. De ce point de vue-là, puisque vous avez vu que dans les premières journées, la journée du 12 septembre, bon, c'était un peu une journée à l'appel de quelques organisations syndicales. Nous, après la date du 21 septembre, qui était une deuxième date, on a posé notre pierre à l'édifice avec la manifestation de samedi 23 septembre à Paris, qui a été un très grand succès. Je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui y étaient, et c'était aussi un moment pour se retrouver, un moment joyeux et entraînant. Et sur cette date du 10 septembre, là, enfin du 10 octobre, pardon, on a aussi un élément qui va surgir sur la scène, ce sont les jeunes. Et plus précisément les étudiants et les lycéens. Parce que le mouvement a eu un peu le temps de se construire, pour le coup, à la suite de la rentrée et des deux dates du 12 et du 21 septembre. Les choses sont maintenant mûres et on va pouvoir avoir de nombreux étudiants et de nombreux lycéens en manifestation, et ça, c'est un excellent signe pour la suite des événements. Alors évidemment, on a entamé un cycle de rencontres avec les organisations syndicales. Parce que ça nous semblait extrêmement important qu'on puisse se mettre au service du mouvement syndical, parce qu'on peut faire des manifestations comme on a fait le 23, il faut les faire. Ça donne à voir une légitimité pour le mouvement.
que ce soit les citoyennes, les citoyens qui manifestent leur accord avec le mouvement social, mais il ne faut pas non plus oublier que l'essentiel dans le rapport de force, c'est quand même la grève. Il faut le rappeler. Et je l'ai rappelé, j'ai dû le rappeler en allant chez les grandes gueules sur RMC, cette émission qui, je ne sais pas si j'y retournerai, dans quelles conditions j'y retournerai quand j'y retournerai, mais j'ai dû leur rappeler que, parce qu'ils me parlaient du blocage, oui, oh mon Dieu, ça va bloquer le pays, tout ça, et du coup je leur ai rappelé qu'effectivement quand les salariés se mettaient en grève, par voie de conséquence, l'activité elle s'arrêtait, quoi. Et du coup, ça bloquait un peu les choses. Ouais, et que effectivement, quand ils ont des problèmes avec pour mettre du carburant dans la station essence, c'est pas juste que le dépôt de raffinerie il est bloqué. C'est que si les gens ils viennent plus travailler à la raffinerie ou si les gens ils viennent pas travailler dans la station essence, et ben il n'y a pas d'essence. Voilà, parce que ces gens-là qui sont très chics sur les plateaux, ils oublient qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'ils puissent avoir des services qui leur sont rendus. Ils pensent que tout leur est dû. Ils pensent que tout leur est dû et que c'est normal parce qu'eux, ils ont réussi dans la vie, puis quand même, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier, ces grévistes. Je me permets de parler comme ça parce que maintenant, on peut dire foutre le bordel, tout ça, donc vous pouvez y aller, hein, la parole est libérée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais indiqué sur cette histoire de foutre le bordel. C'est quoi ce que veut le bordel? Comme extrémiste, cynique et fainéant. Au début, je me suis dit, faut pas qu'on dise que c'est nous les fainéants dans les manifs. On peut, c'est sympa, c'est rigolo, mais en vrai, quand il dit fainéant, cynique et extrémiste, moi je me suis dit quand même, c'est pas sympa de parler comme ça du MEDEF et du CAC 40. Donc, après j'ai compris que c'était pour nous, enfin c'était plutôt à nous qui s'adressait. Et quand on vous dit oui, ils foutent le bordel, rappelez-leur que ce qui fout le bordel, ceux qui foutent le bordel, c'est le gouvernement avec sa politique. Ce qui fout le bordel, c'est de virer 5 € d'APL pour les gens comme ça du jour au lendemain. Ce qui fout le bordel, c'est de supprimer les contrats aidés. Comme ça, vous avez tous des anecdotes autour de vous de gens qui cet été devaient avoir leur renouvellement de contrat aidé au 1er septembre, au 15 septembre, au 1er octobre, enfin là, dans la période actuelle, qui ont vu dans la presse que les contrats aidés n'étaient pas renouvelés et qui ont appris que c'était fini, qu'ils n'avaient plus de boulot au 1er septembre en appelant eux-mêmes leur patron, leur association ou le directeur de l'école, etc., en fonction des cas de figure, qu'il a dit « Bah attends, je vais me renseigner. » Ah bah oui, effectivement. C'est-à-dire que les gens, ils l'ont même pas appris parce qu'on leur a dit, ils ont appris ça comme vous, à la télé. Vous vous rendez compte de cette violence? Et ça, mis bout à bout, tous ces éléments-là, la hausse de la CSG, la suppression des contrats aidés, la diminution des APL, les ordonnances travail. Je pourrais vous mettre aussi la loi sur la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, vous savez, sur la loi antiterroriste. Bon, on n'a pas l'impression d'être touché directement comme ça par ce genre de loi, mais ça fait partie de tous ces éléments qui font que demain, la mobilisation, elle ne sera pas simplement sur les ordonnances, mais contre Macron et son monde, cette vision du monde, cette manière de faire de la politique, qui est pour le coup une manière très cynique de faire de la politique, et très violente. Et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le dire autour de vous. Et c'est pour ça que c'est légitime de se mobiliser. Alors, mardi, c'est la grève. Je compte sur vous pour être à la manœuvre. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à vous mobiliser. Si vous ne pouvez pas vous mobiliser, vous pouvez toujours distribuer des tracts, faire une petite vidéo sur YouTube, partager les vidéos des copains qui font des trucs sympas sur YouTube, ça peut être intéressant. Allez-y sur Facebook. Enfin, voilà. Il faut commencer à mettre une petite ambiance dans le pays qui dénote par rapport à la situation dont on voit dans les médias, comme si Macron il a été élu, donc il applique son programme, donc tout ça est normal, taisez-vous, et s'il vous plaît, souffrez pendant 5 ans. Non, ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. Ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci, et on lâchera rien jusqu'au retrait des ordonnances Macron. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Résistance. Faut dire merci Hugo, madame. On donne la parole à Hugo.
Donc Laurent Majesco va nous dire quelques mots pour la France Insoumise. Et après, depuis tout à l'heure, tout le monde prend la parole et finalement les Insoumis de Sombre-Avesnois n'ont pas parlé. Donc on n'est pas structuré, mais on s'est réunis la semaine dernière à Vieux-Ménil, on était 17, on a décidé collectivement de ce qu'on allait faire. Donc Fabrice prendra la parole après Laurent pour expliquer ce que nous avons décidé sur le territoire. Laurent. Bonjour à tous, merci de me donner un peu la parole. Je vais être beaucoup plus court évidemment que Hugo parce que j'ai pas d'actualité comme lui, comme député à faire passer. La première chose que je tiens à faire, c'est vous transmettre les salutations vraiment très amicales d'Adrien Quatennens, qui s'excuse une fois encore de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, car il a eu une petite extinction de voix. Normalement, il reprend du service à partir de lundi. Alors évidemment, ça n'empêche pas, même s'il est au repos forcé au niveau vocal, de bien travailler ses dossiers chez lui actuellement, bouche fermée. Donc il est très actif évidemment pendant ce temps-là. Moi j'ai quelques mots à vous dire simplement sur l'actualité de la France Insoumise. Vous savez que pour beaucoup d'entre vous, on a une convention qui nous attend à la fin du mois de novembre, qui va être décisive pour choisir entre nous les formes d'organisation que nous souhaitons donner à la France Insoumise. Un peu d'actualité aussi par rapport à ce que nous faisons à Lille au niveau des groupes d'appui, notamment de Lille et l'Emblom. On a décidé en fait récemment de se donner un minimum d'organisation par rapport aux groupes d'appui qui existent sur Lille et l'Emblom. Et donc on compte environ 25 groupes d'appui qui se sont structurés actuellement avec une coordination afin d'échanger en temps réel sur toutes les mobilisations sur lesquelles on a envie de se bagarrer. Non seulement chaque groupe d'appui qui conserve son autonomie par rapport à ses luttes locales et par rapport à des enjeux de quartier, de ville, de local, et ensuite tout ce qu'on souhaite mettre en commun en termes de lutte transversale. Et parmi les luttes transversales sur lesquelles on a choisi de se bagarrer en ce moment, c'est d'abord la solidarité avec les migrants qui sont sur la gare Saint-Sauveur. Ce sont 150 migrants qui sont dans une situation sanitaire, notamment alimentaire, de logement, etc., absolument déplorable, pour lesquels on a décidé de se mobiliser et d'aider les associations. C'est-à-dire non pas d'intervenir nous-mêmes en tant que France Insoumise, mais d'aider au maximum les associations qui interviennent auprès de ces 150 migrants qui sont dans une pauvreté absolue et radicale. On a obtenu, grâce notamment à l'intervention d'Adrien et Hugo par rapport à la mairie de Lille et en soutien à la préfecture, que des sanitaires tout simplement soient installés pour ces migrants afin qu'ils puissent avoir un minimum de conditions de vie propres pour le temps au moins qu'ils vont passer là. Deuxième combat sur lequel on s'engage, c'est évidemment la défense des contrats aidés, notamment qui ont été supprimés dans l'enseignement primaire. Et donc nous avons un petit groupe d'insoumis qui sont actuellement en train d'appeler toutes les écoles primaires de Lille et l'Emblom de prendre des contacts avec les équipes éducatives de ces écoles primaires de manière à dénoncer la suppression de ces contrats aidés. La suppression des contrats aidés, Hugo l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est le plus grand plan social mené en France. On n'a jamais vu un plan social aussi important en France. Par conséquent, il faut qu'on se mobilise par rapport à ça, parce que ça, pour le coup, ça fout le bordel dans l'organisation des écoles primaires, y compris jusque au-delà des écoles primaires, dans toutes les associations, dont beaucoup dépendent étroitement de la présence de ces contrats aidés pour des travaux de secrétariat, pour des expertises quelquefois informatiques, etc., la tenue des sites web, jusque dans l'enseignement supérieur et recherche. Moi-même, en étant à l'université de Lille 1, je suis touché par la suppression de ces contrats aidés, et ça fiche la pagaille aussi dans notre politique d'ouverture, par exemple, de la bibliothèque aux étudiants. Donc, ne lâchez rien par rapport à ça, mes camarades. On a des luttes extrêmement concrètes à mener sur le terrain, et on peut montrer notre utilité et remporter des victoires sur le terrain, école par école, structure par structure, association par association, mais il faut se montrer disponible et à l'écoute des besoins réels de la société. Nous ne sommes pas là pour apporter, nous, forcément toutes les solutions, mais au moins pour nous mettre au service des luttes que tous ces gens-là sont prêts à mener pour remporter des victoires très concrètes dans leur vie concrète de tous les jours. Voilà ce que je vous incite à faire, évidemment. Si vous pouvez coordonner, évidemment, vos groupes d'appui, vous voir régulièrement
de manière à coordonner vos combats pour vous donner plus de force, entrez en dialogue rapide avec les organisations syndicales, les organisations par exemple de locataires, avec les associations sur vos territoires, avec y compris les responsables des services publics que sont des directeurs d'école, notamment des directeurs de CCAS, etc. Non seulement vous allez recueillir beaucoup d'informations, gagner en crédibilité aussi par rapport à tous ces gens-là, par rapport à l'aide concrète qu'on est capable de mener. Notre heure viendra, et quand notre heure viendra, nous serons prêts à assumer les responsabilités. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bonne fin de repas à tous. Qu'est-ce que c'est personne La semaine prochaine, je vais voir mon directeur, j'ai dit écoute, il va falloir... Avec nous, insoumis debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous. Il est encore temps de changer la société dans laquelle on vit, réduire les inégalités, toutes les injustices qu'on subit. Insoumise debout, insoumis jusqu'au bout, insoumise debout, tout le monde avec nous, insoumis debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous. Rassemblons tous nos talents, ensemble nous pouvons tout changer, semons les graines dès maintenant, récoltons la fraternité. Insoumis debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous, insoumis debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous. Le temps presse pour les espèces et le temps passe sans que rien ne se fasse. Protégeons-les, préservons-les pour le bien de l'humanité. Insoumise debout, insoumis jusqu'au bout, insoumis debout, tout le monde avec nous, insoumise debout, insoumis jusqu'au bout, insoumise debout, tout le monde avec nous.